La raison est la première victime de toute émotion violente. Frank Herbert, Dune, tome 2, Le Messie de Dune, publié en 1969. Voilà la citation qui nous suivra durant tout ce podcast. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode d'Analogie 57. Bonsoir et bonjour à vous, chers auditeurs. Installez-vous confortablement et prenez écoute à ce nouvel épisode d'Analogie 57. Mais avant toute chose, je vais faire la présentation de ceux qui m'accompagnent, mais vous les connaissez déjà, car ça fait un moment que vous les entendez. Lucie et Cédric. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Ça va super. J'ai trop hâte. Très content d'être là. Très content d'être avec vous à nouveau pour cet épisode. Et merci Christian de présenter une nouvelle fois cet épisode. Mais c'est avec plaisir et avec recommandation de Cédric. Voilà, c'est Voilà. du nouveau. On passe le relais. Ah. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous intéresser à un film qui est, on pourrait dire, plus ou moins dérangeant. Il s'agit de Seven de David Fincher. Alors, de quoi parle le film? Eh bien, on suit un duo d'enquêteurs lancés à la poursuite d'un tueur en série qui laisse derrière lui des scènes de crime absolument abominables, construites autour d'un seul indice, les 7 péchés capitaux. Un résumé qui décoiffe. Qui décapote. Ah, Truman capote. Et ouais. exactement, on fait toujours le lien avec les épisodes qui nous ont précédés. Ce podcast sera composé de plusieurs parties, comme vous le savez, avec la chronique de Lucie, qui va nous relater l'histoire de David Fincher avant Seven et puis après. Nous aurons notre première partie avec tout notre point de vue, nos scènes préférées et si oui ou non on recommande ce film qui est toujours Seven, suivi du quiz. Et en deuxième partie, nous parlerons... Eh bien, de quoi nous parlerons, Cédric? Du film Gone Girl, du même réalisateur. Exactement. Mais avant toute chose, laissons-nous plonger dans un récit fabuleux de Lucie pour David Fincher. On a hâte. Et il y en a des choses à dire. Oula. Alors, David Fincher est né le 28 août 1962 à Denver, dans le Colorado. À 2 ans, il déménage avec sa famille à San Anselmo, en Californie, et devient le voisin de George Lucas. Il s'intéresse très tôt au cinéma. Très jeune, il fait des petits films avec la caméra de ses parents. Il découvre l'envers du décor du 7e art grâce à un documentaire sur le tournage de Butch Cassidy et le Kid, un film avec Robert Redford et Paul Newman. Lui qui était déjà fasciné par ce western, il le devient d'autant plus par sa faisabilité. Il devient obsédé par l'idée du comment. Et à partir de ce jour, il déclare « J'ai pensé qu'il n'y aurait jamais rien d'aussi intéressant à faire dans le reste de ma vie ». À 20 ans, il est engagé dans la société Industrial Light and Magic, la société d'effets spéciaux de George Lucas. Grâce à cet emploi, il a l'opportunité de travailler sur Star Wars 6, Le Retour du Jedi, ou encore sur Indiana Jones et le Temple Maudit. Il y a pire pour commencer dans le métier. C'est clair. Tu m'étonnes. Puis, il quitte la société. En 1986-87, il cofonde une société de production et s'intéresse davantage à la publicité et aux clips musicaux. Il réalisera les pubs de grandes marques comme Nike, Levi's ou Coca-Cola, ainsi que les clips Express Yourself et Vogue de Madonna, ou encore celui de Janice Got a Gun de Aerosmith. Sa société de production lui permet d'avoir de plus en plus de contacts et d'expérience. En 10 ans, il réalisera une 50aine de clips. Il considère la réalisation de clips musicaux comme sa propre école de cinéma. Cela lui a permis d'apprendre à travailler efficacement avec un budget et des délais réduits. En 1990, David Fincher est engagé pour remplacer Vincent Ward à la réalisation d'un 3e volet d'une célèbre saga. Il s'agit du film Alien 3. Pour ceux qui connaissent un peu l'anecdote, David Fincher renie totalement ce film et le déteste plus que tout. Ça Il a marche. été marqué par la production du film qui était loin d'être idyllique et les critiques à sa sortie en 1992 ont été très mitigées. Alien 3 a tout de même été nommé dans la catégorie meilleurs effets spéciaux aux Oscars, mais considéré par le public comme le pire de la trilogie. Frustré par cette expérience, il lui a fallu un peu de temps avant de revenir au cinéma.
Il continue de réaliser des clips et va notamment remporter en 1994 le Grammy Award du meilleur clip pour Love is Strong des Rolling Stones. Finalement, après avoir plus ou moins digéré sa mauvaise expérience avec Alien, David Fincher découvre le scénario d'un film intitulé Seven, l'histoire de 2 détectives traquant un tueur en série dont les meurtres sont liés par les 7 péchés capitaux. David Fincher est emballé, surtout par la scène finale. Mhm. Il accepte de réaliser ce film et Seven sort en salle en 1995. Yeah. Et voilà. Eh ben, On a hâte de savoir la suite de sa vie. Ah, ce n'est que le début. c'est un clipper, hein. Et oui, c'était un grand clipper au Mm. début. Bah, généralement, comme beaucoup de réalisateurs américains, hein. Ils commencent Oui, beaucoup c'est par vrai. là. T'en as d'autres comme Xavier Dolan qui avait réalisé le clip de Hello de Adele, Mm. qui était très connu. Mais là, c'est ouais, les clips de Madonna, notamment, c'est une patte très cinématographique et Ouais. ça a marqué l'époque, quoi. Tu nous chanteras vite fait Hello ou pas là? Non. Non, pas maintenant. Alors, nous y voilà. Et maintenant, je pose ma première question. Question que vous connaissez sûrement déjà, mais je répète pour ceux qui viennent nous découvrir. Qu'avez-vous ressenti à le visionnage du film? Et Lucie, je commence par toi. Bah écoute, Seven, donc je l'avais déjà découvert au Festival de La Rochelle, comme Marcel Pagnol dans un ancien épisode. Et je l'ai vu pour la première fois au cinéma. Et quel bonheur. Et donc je l'ai revu pour le podcast. Quel bonheur. Bon, c'est très trash, hein, comme tu l'as dit dans ton introduction, mais j'adore ce film. Mm. Je l'adore d'autant plus. L'écriture, elle est dingue, quoi. En fait, vu que c'est toute une enquête, j'adore les enquêtes aussi, hein, de base. J'adore ça. Les procès et les enquêtes, je suis fan. Et là, là, on est servi, mais sur un plateau d'argent. Non, c'est très intelligent, c'est nuancé, c'est vraiment super. Vraiment dans mes tops, quoi. Super. Excellent ça. Et toi, Cédric, du coup, tu l'as découvert? Moi j'ai découvert, parce que je l'avais pas vu avant parce qu'il était jamais en streaming. Et là il est en streaming, ça tombe bien. Alors Seven, donc je l'avais jamais vu avant. Et pourtant, ça fait partie des films dont j'ai entendu parler toute ma vie. On m'a rabâché avec Seven. Et il y en a même qui m'ont dit c'est le meilleur thriller de tous les temps. Ils te l'ont dit comme ça? Ouais. Waouh! En criant, mais doucement. Et ou de très loin. Du coup, j'étais là, bon, bah, c'est peut-être un peu abusé, quoi. Déjà, quelle est la définition d'un thriller? C'est une bonne question, non? Ah, Ah oui? Parce que. Tu l'as? Tu l'as, Non, la définition? non, je veux chercher avec vous. Parce Ah. que pour moi, un thriller. Pour moi, un thriller, c'est forcément enquête police. Mais j'ai pas l'impression que ce soit que ça. Non, on peut considérer que Gone Girl est un thriller également. Oh, mais il y a la police dans Gone Girl. Il y a une enquête. Ouais, Ouais, c'est vrai. ouais. Mais par exemple, est-ce que au hasard, un père qui recherche sa fille, c'est un thriller? Je pense que c'est surtout le ton que le film peut donner. Un père qui recherche sa fille peut être une comédie totalement barrée, Mm. comme C'est vrai. un thriller où les personnages sont torturés mentalement, où on sent cet aspect granuleux et lourd sur les personnages qui sont en recherche de quelque chose de manière désespérée. Donc il y a forcément une recherche. Je pense que Donc, oui. pour moi, il y a du mystère, ouais. Ouais. Unique, mystère, quelque chose qui se ressort là-dedans. Et tendu, quoi. Enfin, t'es... Ouais. C'est haletant, Ouais. on va dire. Il y a C'est plein du de questions stress. sans réponse, quoi. D'où le fait qu'ensuite on a attribué thriller psychologique Ouais. pour la suite, Ah oui. Ouais, c'est vrai. où là on est plus dans la psychologie des personnages, dans ce tourment. Je me questionne, du coup, j'ai envie de voir la définition. Ah oui, autant donner la vraie définition. Le thriller, donc c'est un film, entre parenthèses policier ou fantastique, roman, évidemment, Mhm. récit qui provoque des sensations fortes. C'est large. Ouais, c'est Ouais, très ouais. très vague. Pas de risque. C'est très très vague. Mais ils mettent quand même policier fantastique. Ouais. Donc en tout cas, maintenant que je l'ai vu, et que je l'ai enfin vu, c'est compliqué de dire qu'il y en a un seul qui mérite ce titre, qu'il y a beaucoup de thrillers excellents. Mais clairement, effectivement, Seven fait partie des meilleurs, en tout cas des meilleurs thrillers que j'ai eu la chance de voir dans ma vie. Et si je devais retenir une chose de ce film, c'est l'ambiance. Déjà tout de suite, l'ambiance est hyper oppressante, vraiment, vraiment étouffante même. Déjà avec ce premier meurtre, dès le début, le film te prend à la gorge avec ce premier meurtre qui est déjà très marquant, visuellement, enfin t'es servi quoi. Il y a la couleur aussi. Alors on en parlera aussi dans Good Girl, mais à chaque fois,
dans ces deux films, je me suis dit, ouais, il y a une couleur bien particulière sur chaque film à chaque fois de David Fincher. Et la couleur un peu orangée là, de Seven, qui est connue, qui est un peu culte là-dessus. Enfin, ça m'a rappelé un peu celle de Breaking Bad aussi dans certaines scènes. Mm. Et donc Brad Pitt et Morgan Freeman aussi sont excellents. Ah Leur ouais. duo fonctionne à merveille. Et Kevin Spacey, juste glaçant, quoi. Ouais, moi, il est dérangeant, je trouve, Mm. dans le film. Mm. Enfin, je dis pas ça en mal, parce que c'est-à-dire que son travail est réussi, mais j'étais pas à l'aise quand je le voyais, quoi. Il est parfaitement dérangé. Ouais, dérangé et dérangeant, ouais. Il incarne bien le personnage. Et j'ai aussi adoré le concept des 7 péchés capitaux, qui donne une vraie identité au film. Et donc, en plus, je l'ai découvert avec toi, Christian. Ouais. Et à la fin, je t'ai posé beaucoup de questions. C'est vrai que tu étais assez perdu dans la fin. Ouais, parce que, en fait, en cherchant pourquoi, en fait, c'est parce qu'on a regardé en version originale. Je trouve que la fin, la version originale, n'est pas très bien traduite. Ok. Voilà, parce qu'après, dès que j'ai vu Dans les sous-titrages, tu parles? Ouais. Ouais. Parce qu'après, du coup, on a revu la scène en français. Je pense que j'aurais compris. J'aurais compris les trucs. Donc, de ce qui se passe à la fin. C'est un petit détail, mais sinon, ouais, moi, j'ai adoré le film. Mm. Et je comprends pourquoi c'est culte, surtout. Oui. Ouais. Mhm. Bah, en plus, tout de suite, forcément, tu penses à la scène de fin. Ça, cette scène, que j'ai vu le film ou pas, on nous a tellement rabâché avec cette scène. Ah, c'est devenu un mème. Ouais. Ouais. C'est pour ça, je savais, ce qui était bien, c'est que j'ai de la chance, je me suis jamais fait spoiler. Je savais juste que Kevin Spacey était le serial killer. Mais par contre, je savais pas ce qu'il y avait dans cette boîte, machin. Ouais, c'est cette fameuse phrase Ouais. Ouais. What's in the box, quoi. Ça, cette scène, bon, bah, que t'aies vu le film ou pas, tu la connais. Et j'avais donc cette couleur aussi, teintée d'orangé un peu. D'orange, je sais pas comment on dit, mais voilà. Cette colorimétrie, on va dire. Ouais. Le jeu Ouais, des c'est mots. ça, c'est la colorimétrie, l'étalonnage. Qui reste en tête, et je trouve ça super en fait. Tu vois, qu'il y a aussi cette couleur qui reste en tête, c'est pas le cas de tous les films. Donc voilà. Ça me fait penser aussi dans Prisoners. Du coup, cette colorimétrie Ouais, un peu bleutée. exact. Du coup. Bah, cette couleur bleutée un peu pâle, on la Ouais. retrouve dans Gone Girl aussi, je trouve. Ouais. Ah oui, oui, Exactement. clairement. Ah ouais, Là, enfin, on est plus sur de l'orange et du coup, ça étouffe comme le orange admet le côté désertique. Ce qui rappelle la fin, évidemment, mais du coup, ce côté étouffant de chaleur, de Exactement. oppressant, ouais. Mais c'est pour ça que si je parlais de Breaking Bad tout à l'heure, parce que dans Breaking Bad, ils vont souvent soit dans le Mexique, soit pas très loin, quoi. Et donc dans le désert et tout. Mm. Et donc il y a cette couleur qui étouffe, qui donne chaud aussi, en fait. Mm. Et donc là, dans Seven, c'est très bien retranscrit. Ouais. Ok. Super. Donc tu as aimé. Ah ouais, j'ai adoré. Ouais, Tu as faut être difficile. D'ailleurs, vous, avant que tu répondes, Christian, Ouais. quel serait votre thriller favori? Oh là, grande question. Et bah, si on prend le terme bien spécifique, comme on l'avait précisé, thriller, qui veut dire simplement film policier, comme la définition que Lucie a donnée, Mm. et non un thriller psychologique. Thriller pur. Bah attends, mais je sais pas trop. en Je fait. sais pas, parce que je pense que tous mes thrillers préférés sont rattachés au thriller psychologique. Ouais. Ouais. Bah, par exemple, Silence des agneaux, Bah, c'est sinon, oui, c'est complètement un thriller. oui, bah, je dirais Le Silence des agneaux. Mm. Ou Prisoners. Et ouais, oui, effectivement. Toi, Cédric? Bah, je sais pas trop. Je dirais, tu vois, Shutter Island. Ouais. Ah oui. Mm. Ah ouais. Sinon, je pense que moi, c'est celui qui m'est venu tout de suite en tête. Donc, Bah, c'est je pense- Shutter Island. Ouais. C'est vrai que Shutter Island, c'est vraiment bien. Ouais, je pense que ça se bat entre Shutter Island et Seven. Hein. Seven. En vrai, Seven, Ouais. t'es servi, quoi. T'es vraiment bien servi. Mm. Ouais. Moi, je me souviens d'un collègue de boulot qui m'avait dit, qui m'avait dit, qu'il faisait des listes de films qu'il avait vus. C'était un cinéphile et tout. Il me dit, t'as vu Seven? Je dis non. Il me fait, c'est juste le meilleur thriller de tous les temps. Je fais ok. C'est le même qui t'a dit pour Hannibal Lecter. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. C'est Excellent. ça. Donc ça pose les bases, quoi. Ouais. Sinon, il y a un thriller plutôt français. Le Cocorico. film Ne le dit à personne. Mm. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. C'est le premier film de Guillaume Canet. Ok. Avec Cluzet dedans. Et ouais, c'est un thriller. Faudrait que je le revoie, mais je me souviens de quand j'avais vu le film, il était excellent également. Si on peut parler un peu des films français. Bah, carrément. Attendez, espère euh, qu'on peut en parler. Attends, bien on sûr. a fait Marius ou pas? Ah, bah. Non, mais dans les thrillers, en vrai, je trouve que c'est Ah oui. les Américains qui sont très très forts là-dedans. Mm. Ouais, Il y a aussi le thriller avec Virginie Efira et son mari qui est narcissique, non? Enfin, Ah, le truc de la forêt, là. en Ouais. attendant les merde. Attends. Ah, il est Lui, bien il est celui-là. sorti il y a pas longtemps. oui. Que j'ai pas vu d'ailleurs. Je l'ai loupé au cinéma. Moi, je l'ai vu au Cinoche.
Le chant de la... L'amour et les forêts. L'amour et les des forêts. fois. Ouais, voilà. Ouais. Oh, il est cool. Mais donc, Et donc, revenons à nos moutons. Seven. Christian, Oui. qu'est-ce que t'en as pensé? Euh, Tu l'as découvert comment et tout? Raconte-nous. Ah oui, d'accord. Bah, Seven, c'est plus ou moins comme le Seigneur des Anneaux. Je l'ai découvert très petit. Seigneur des Anneaux ou le silence Les des silences Anneaux? des... Bon, les deux, finalement. Ouais, dans mes 7-10 ans. Toujours dans cette zone. Oh, Avec waouh. mes cousins. C'est pas forcément recommandé à cet âge-là. Hein. Ouais. Ouais. Bah, je vous dis, vous êtes plus traumatisé après pour n'importe quel film qui Mm. puisse arriver. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Vous savez que c'est faux. T'es C'est des vacciné. barbares quand même. Hein, tes Non, frères mais et parce que sœurs. en vrai, ils avaient, ils avaient 15 ans. Ouais, bah Du oui. coup, c'est à cet âge-là où t'es intéressé. Et moi, bah, je traîne avec mes cousins, bah, je regarde avec eux. Et voilà. Ouais, il se posait pas la question si C'est t'avais l'âge ça. ou pas, quoi. Voilà. Et j'ai jamais eu peur le soir après quand on devait aller se coucher ou quoi que ce soit. Du coup, bah, banco, on continue à regarder Ouais, les t'as films. très vite compris que c'était faux, quoi. Ouais. C'est comme les sauts. Enfin, j'ai regardé Ça ça. aurait pu être l'inverse. Oui. Ça aurait pu être traumatisant. Ça aurait pu être complètement l'inverse, ouais. De ouf. Mais ouais, c'est tranquille, petit, quoi. Et donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Et bah, j'ai été littéralement happé. C'est un film que j'ai monstrueusement aimé, autant pour son histoire que pour son atmosphère et son intelligence narrative. Dès les premières minutes, le film installe un climat oppressant, sombre, presque poisseux, dont on ne sort jamais vraiment. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est la manière dont les meurtres sont construits autour des 7 péchés capitaux. Ce n'est pas seulement un concept accrocheur, chaque crime est pensé comme une énigme, une mise en scène réfléchie, qui oblige autant les inspecteurs que les spectateurs à réfléchir. Les meurtres sont violents, parfois difficiles à regarder, mais ils ne sont jamais gratuits. Ils servent une logique implacable, presque glaçante. L'esthétisme du film joue un rôle essentiel. La ville est constamment plongée dans les pluies, l'ombre et la saleté. Elle semble sans nom, sans lumière, comme si elle était déjà condamnée. Cette ambiance renforce le sentiment de fatalité et donne à un film une identité visuelle très forte. On a l'impression que le mal est partout, diffus, enraciné dans le décor lui-même. J'ai beaucoup aimé l'enquête en tant que telle. Les énigmes, les indices, la progression lente mais tendue maintiennent une pression constante. Et surtout, le rapport entre le tueur et les inspecteurs est fascinant. Le tueur ne fuit pas réellement, il joue avec eux, les guide, les provoque intellectuellement. Cette relation donne au film une dimension presque philosophique, où la chasse devient un affrontement d'idées autant que de volonté. La psychologie du tueur en série est sans doute l'un des aspects les plus marquants du film. Le tueur n'est pas présenté comme un fou incontrôlable, mais comme quelqu'un de méthodique, convaincu, persuadé d'agir au nom d'une morale supérieure. Ce qui est troublant, c'est la cohérence de son raisonnement, même si elle est profondément dérangeante. Le film ne cherche pas à l'excuser, mais il oblige le spectateur à écouter, à confronter ses arguments, et ce qui rend l'expérience encore plus perturbante. Au final, Seven est un film que j'ai adoré parce qu'il réussit à mêler enquête policière, horreur psychologique et réflexion morale. C'est un film exigeant, sombre, mais d'une intelligence rare, qui laisse une impression durable bien après le générique de fin. T'as aimé le film, quoi. Non. Oui. Non, je suis d'accord avec toi sur le fait que rien n'est gratuit dans le film, ce qui le rend très agréable. Ouais. Je sais pas pour toi, Cédric, mais en fait, chaque scène a sa place. À son apport. Et rien Oui, n'est oui. gratuit, quoi. C'est pas juste dérangeant pour être dérangeant, ou les scènes sont pas violentes, en tout cas physiquement pour rien. Il n'y a rien à enlever. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à rajouter. Et ce côté, vous l'avez dit tous les deux, des 7 péchés capitaux rend le truc très énigmatique et Ouais. enfantin. C'est pas juste un tueur, c'est quelqu'un qui a tout calculé et en fait, t'as envie d'avoir un coup d'avance, mais tu sais il aura toujours le coup d'avance en fait. Et c'est fou de se dire, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, ok, le mec est taré, mais genre, ils sont rares en tout cas, à prévoir un plan comme ça. Et tu te dis, mais non, mais il y a quelqu'un qui a écrit ce scénario. Ouais. L'écriture du scénario, c'est, je pense, le point fort de Seven, et je comprends pourquoi David Fincher il a été emballé à la lecture du scénario. C'est dingue. Il y avait une base quand même assez conséquente, Assez et forte, il ouais. l'a sublimé avec sa réalisation et le jeu d'acteur et tout ce qui s'ensuit, évidemment, tout l'esthétique par la couleur, le décor, le maquillage, enfin tous les départements de métier, on va dire. Mm. Donc pour moi, il est très complet, hein. Très très complet ce film. D'ailleurs, je veux pas te rajouter, mais pendant le film aussi, ça m'a fait beaucoup penser à Training Day. Et Mm. je soupçonne, je me dis, je sais pas lequel des deux est sorti en premier,
Mais je pense qu'il y a eu une inspiration de l'un ou de Ah, l'autre. c'est intéressant. Surtout, Training Day, je connais pas du tout. surtout que Avec Denzel et Ethan Ethan Hawke. Hawke. Ouais, surtout que Denzel Washington a refusé le rôle de l'inspecteur David Miles. Ah bah, Et après, il s'en est mordu les doigts quand le film est sorti. comme quoi. Moi, je sais pas lequel, mais je pense qu'il y a eu. Je suis presque sûr Le qu'il y a eu. film est sorti après. Training Day est sorti en 2001. Et Seven en 95. Je soupçonne Training Day de. De s'inspirer légèrement. Ouais, peut-être. Tu penses dans... Bah, dans le fait déjà de passation de pouvoir. Tu vois, t'as Morgan Freeman. Pardon, j'ai pas le nom des personnages dans le film, mais Morgan Freeman qui va être à la retraite alors que Oui. Brad Pitt, lui, il continue. C'est vrai. Et Training Day, c'est un peu ça. C'est un peu Enfin, ça. c'est le début pour Brad Pitt. Mm. Et Training Day, c'est ça. Hein, c'est bon, c'est sur une journée, quoi. Mais Denzel, c'est le gars expérimenté. Ethan Hawke, c'est pareil, c'est une première journée. Ouais, c'est vrai. Ok. Intéressant. C'est loin d'être la même histoire, mais en tout cas, c'est deux flics. Tu sens qu'il y a une inspiration de. Ouais. Ouais, c'est possible dans la relation entre les personnages, c'est possible. Ok. Est-ce qu'il y a un passage justement dans ce film qui vous a marqué? Ah oui, parce que en réfléchissant à cette question, pareil, tout de suite, moi, j'avais l'image de la scène que j'ai choisie, en fait. Donc, ça n'a pas été très difficile à choisir. Ouais. Quand je réfléchissais, j'étais là, bon, en fait, je suis traumatisé un peu par la scène donc, où c'est John Doe, le serial killer, Ouais. qui va se rendre au commissariat de police, la chemise pleine de sang, et qui hurle le mot détective. Et moi, cette scène m'a traumatisé, en fait. Au-delà de m'avoir marqué, elle m'a traumatisé. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas dire pourquoi. Sans doute par le jeu déjà de Kevin Spacey qui est tellement juste. Il fait peur sans rien faire d'important. Et il est d'une neutralité. Et je pense, après avoir réfléchi, ce qui m'effraie le plus, sans doute, c'est sa sérénité, en fait. Hmm. Le gars est serein. Mm. Ouais. Tu sens toujours qu'il est... Il a arrêté, il s'est livré chez flic, mais tu sens qu'il a toujours un coup d'avance. Dans sa façon d'être, il est serein, quoi. Et ça, en fait, ça me fait juste peur, en fait. Je crois qu'il le dit, non? Vous m'avez pas arrêté, je me suis rendu. Ouais, Mm. ouais, exactement, dans la voiture. Il dit, tu penseras à moi quand tu te regarderas dans le miroir. Ouais. C'est pas toi qui m'as chopé, hein. C'est moi qui me suis rendu. Même plus tôt, en soi, dans l'histoire, il dit bah non, c'est moi qui t'ai laissé la vie sauve. Ouais. Mm. Oui. Parce il le menace avant avec une arme. Ouais. Quelques scènes plus tôt. Oui. Avant de Et- se rendre. Et encore avant ça, il a réussi à les photographier sans qu'ils se doutent de quoi que ce soit. Et quand il rentre dans l'appartement et qu'il tombe sur les photos, ils sont là, putain, il nous a tués, le gars. Ouais. Il est trop fort. Bah, comme méchant de film, je mets des guillemets, comme méchant, c'est un excellent méchant, je trouve. Ouais. Et, Ouais. et même dans les scénarios en général, je trouve Moi, je trouve que c'est un... une bonne histoire, un des- c'est avant tout une bonne menace et donc un bon méchant. Mm. Et lui, waouh, Ouais. il est aussi proche qu'aussi loin, t'arrives pas à le choper, mais il est juste à côté de toi, quoi. Et puis, dans les yeux de Kevin Spacey, là, tu vois de la folie, tu vois, le mec qui est juste timbré, quoi. Et en même temps, il est calme. Tu vois, Mais maîtrisé, tout est Maîtrisé, contrôlé. Ah, ouais. c'est flippant de ouf. Et cette scène est aussi satisfaisante, car du coup, c'est la rencontre entre les deux détectives et le serial killer. Et on attend un peu cette scène aussi tout au long du film, quoi. Et en plus, c'est pas en mode les détectives qui chopent le serial killer, c'est le serial killer qui va voir. Même ça, il le contrôle. C'est moi qui gère mon arrestation. Ouais, il coupe un peu l'herbe Ouais. sous le pied parce que tu t'attends pas du tout à cette scène-là. Ah, mais pas du tout, ouais. Ouais. Et moi qui n'avais jamais vu, je ne comprenais pas au début, parce que la scène commence où le serial killer il ferme la porte, et tu vois la caméra qui monte, et tu vois une chemise pleine de sang, et tu te dis, what? Qu'est-ce qu'il fait là? Il est devant la police, il va se faire choper là en fait. Ouais. Et en fait, c'est le but. Tu fais, waouh. En plus, le fait que ça monte crescendo au début, le détective. Et Brad Pitt après qui joue super bien. Bref, j'ai adoré cette scène. Et vous alors? Toi, Christian. Oui. Me concernant, ma scène préférée de Seven se situe à la toute fin du film, lors du trajet en voiture où John Doe se retrouve avec les deux inspecteurs. C'est un moment que j'ai trouvé absolument grisant. Dans cette scène, l'enquête est presque terminée, mais le film ne relâche jamais la tension. Au contraire, elle devient plus sourde, plus psychologique. John Doe n'est plus une silhouette invisible, il parle, il explique, il expose sa vision du monde. Ce qui m'a marqué, c'est la manière dont il dévoie sa psychologie. Il apparaît à la fois profondément fou et étrangement lucide. Son discours est glaçant parce qu'il est cohérent, structuré, presque calme. Il ne cherche pas à se défendre ni à provoquer gratuitement. Il est convaincu d'avoir raison. Cette scène est fascinante parce qu'elle met les inspecteurs
et le spectateur dans une position inconfortable. On ne peut évidemment pas adhérer à ce qu'il dit, mais on est obligé de l'écouter. Le film nous force à affronter cette logique déformée, comprendre comment quelqu'un peut transformer une idéologie morale en une justification de meurtre. J'ai trouvé ce moment très fort parce qu'il ne repose ni sur l'action, ni sur la violence, mais uniquement sur la parole. Tout se joue dans le regard, dans les silences, dans ce que John Doe annonce sans encore le révéler complètement. C'est une scène qui donne au film une profondeur psychologique et philosophique, aussi bizarrement que soit-il. Mhm. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a un peu ce truc dans le film où on est tout le temps dans l'action et tout le temps dans l'observation. Ouais. Et il y a très peu de paroles en soi. Enfin, c'est que des déductions tout le temps des détectives. Et là, cette scène-là, elle a un peu ce souffle, on respire un peu et on est... ok, il y a une pause. Alors qu'en plus, elle est placée vers la fin du film, donc c'est très bizarre d'avoir une pause à ce moment-là. Mais là, il y a beaucoup plus de paroles et c'est la scène de dialogue. C'est ça. Par Et t'es excellence, coincé et- avec eux, avec lui. Mm. Et c'est fort. Moi, je trouve ça extrêmement fort. Alors que t'arrives au bout, mais non, il va sortir une dernière carte. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Mais quelle dernière carte. Et toi, Lucie, alors? Et toi, Lucie? Moi, j'ai eu beaucoup de mal à choisir une scène. Pour moi, le film, il est complet. Enfin, genre, toutes les scènes, je les aime bien. Mm. Mais il y a deux petits moments qui m'ont bien plu. C'est pas sur les scènes de crime, c'est pas sur les trucs gore et tout, sur l'enquête. Non, c'était soit déjà le fou rire qu'ils ont tous les trois. Donc, il y a Morgan Freeman, Brad Pitt et donc sa femme Tracy. Où ils dînent ensemble et en fait ils ont acheté l'appartement mais il y a le métro qui y passe et en fait l'appartement bouge mais dans tous les sens ce qui fait que tout tombe par terre et donc Tracy et Brad Pitt ils sont désolés pour Morgan Freeman qui est leur invité et en fait il a un fou rire à ce moment-là et je m'y attendais mais tellement pas que Morgan Freeman ait un fou rire et dans un film tellement sombre où lui, Morgan Freeman, il en peut plus de ce métier-là, C'est parce vrai qu'il qu'il voit est que usé, des hein. horreurs tout le temps, et donc tu le vois jamais sourire, tu le vois que sombrer, on va dire. Euh, Là, tu le vois rire, quoi. Et c'est un soulagement pour tout le monde, et c'est un peu incongru, mais du coup, tout le monde rigole parce que ça lâche un peu l'atmosphère. C'est le seul moment où tout le monde rigole dans ce film. Ce personnage a un cœur. Oui, évidemment qu'il a un Ouais. cœur parce qu'il est touché par tout ce qui lui arrive, mais du coup, il est juste triste, quoi. Sa vie, elle est morose. En même temps, tout ce qu'il voit tous les jours, bon, bof, bof, quoi. Et donc, très beau moment, en tout cas, de joie et de rire, le seul qu'on a dans ce film. Et une autre petite scène où c'est justement, quand tu parlais tout à l'heure de passation, où c'est Morgan Freeman il lui reste 7 jours avant sa retraite. Et Brad Pitt arrive à ce moment-là pour prendre le relais et Brad Pitt va s'installer à son nouveau bureau, donc prendre la place de Morgan Freeman. Sauf que là, il est à son bureau, il dit ah bah excusez-moi. Et Morgan Freeman se déplace dans son petit coin le temps de la dernière semaine. Et, je sais pas, il y a un petit jeu, il y a une innocence dedans qui est assez chouette. Et il y a le téléphone qui sonne. Et donc Brad Pitt regarde Morgan Freeman en disant bah c'est pour toi. Et il dit non, non. T'as pris le bureau, tu prends tout ce qu'il y a avec, quoi. Et c'est dans une simple petite scène où tu vois cette passation-là, où, je sais pas, ils sont à leur place, mais en même temps, ils sont à un pied d'égalité tous les deux, et il n'y a pas de bureau plus grand, il n'y a pas de petit coin, il n'y a pas de trucs comme ça, tous les deux, ils sont dans la merde, en fait. Et ils le savent pas encore. Ouais. Non. Mais, et au final, au téléphone, c'est Tracy, la femme de Brad Pitt, qui l'invite à dîner. Donc c'est très relié, en soi. Ouais, finalement, oui. C'est la scène juste avant. Ouais. Mais c'est des scènes, ouais, c'est un moment très léger, quoi. On revient à la vraie vie. Bah, t'as apprécié plutôt la légèreté. Bah, Davantage. j'ai trouvé que ça venait... Bah, vu que tout le long, on est sur l'enquête, Ouais. en fait, ce qui m'a un peu marqué, c'est en effet ce côté un peu plus soulagement. De... Ah, attends, respire un petit peu. Ouais, 2 secondes. Mhm. parce que- 2 secondes, et ensuite on y retourne. Oui, parce qu'au final, après manger, ils sont sur l'enquête tout de suite, quoi. Ouais. Et ils y retournent. Et ils dorment plus, quoi. C'est... Ils, Donc vont même, ils sortent même dehors à un moment sur les lieux du crime parce qu'ils se rendent compte que Oui, y a un truc sur le tableau là. oui, c'est vrai. C'est vrai. Quel Et crime c'est? Je sais plus. c'est le... Ah, j'allais dire l'avarice, mais... Oui. Ouais, c'est l'avarice. Greed. C'est ça. Greed, voilà. Le deuxième. Et le rythme ces scènes arrivent au bon moment parce que ça permet de tenir l'enquête du début à la fin avec ces moments de respiration.
et d'avoir tous les éléments de tout le monde. Le rythme du film est super bien fait. Ouais. Parce que du coup, il n'y a pas un moment où tu t'ennuies et il n'y a pas un moment où tu dis oula, il y a trop d'infos là d'un coup. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'infos dans ce film. Il est extrêmement dense. Donc voilà. Est-ce que du coup, vous recommanderiez ce film à quelqu'un qui n'a jamais vu un film de David Fincher? Ah bah oui. Ouais. Oh oui. Mais même Même en général? en en général, général, ouais, regardez Seven. C'est un bonheur. J'ai pas grand chose à développer, mais je trouve que Oui, oui. pour le scénario, le jeu, c'est super. Tout ça fait partie des films cultes. Oui, c'est vrai. J'en ai beaucoup entendu parler avant de le voir. Mm. Quand j'ai eu l'occasion de le voir au cinéma, quel bonheur! Oh là là! Puis Morgan Freeman, Brad Pitt, bon. Vous le recommandez? Ah bah oui, grave. Oui, oui, grave. J'adore. J'ai adoré. Enfin, pas photo. Puis ça se regarde facilement. Ça dure 2 heures. Tu vois pas passer. C'est très bien. C'est très très bien. Moi, j'ai adoré. Puis c'est bien monté. Ça va, comme je dis, ça va vite. C'est bien rythmé. Les acteurs sont forts. En fait, tout le monde s'y retrouve ici. Tu veux faire la réalisation, tu regardes Seven, t'es content. Tu veux devenir acteur, tu regardes Seven, t'es aussi content. Ah ouais, grave. Tu veux un bon méchant? Tu veux un bon méchant, t'es content. L'écriture est, comme tu as dit, géniale. Puis si t'es fan d'enquête, ouais, le début, la première scène de crime, t'es là, mais waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Surtout que t'as les informations au compte-gouttes et c'est bien amené à C'est chaque bien fois. amené T'as petit pas à tout d'un petit. coup. Puis ce qui est marrant, ce que j'ai bien aimé aussi dans cette enquête, c'est que au début, bah, on dit que Brad Pitt n'a pas le niveau pour résoudre ce genre d'énigme. Et du coup, on l'envoie sur une autre scène de crime. En fait, que les deux soient liés, que ce soit le même serial killer. Ah Tu ouais. fais waouh, Ça, c'est super, ça. c'est fou de faire ça. Ouais. Ouais. Donc ouais, carrément. Mais le jeu d'acteur, je suis tout à fait d'accord. Faut rendre à César ce qui appartient à César. L'acteur qui joue le serial killer, Kevin Spacey. Kevin Spacey. son jeu Mm. est dingo. Il a très peu d'apparitions à l'écran, comme Anthony Hopkins dans Le Silence des Agneaux. Ouais. Mais bordel, qu'est-ce qu'il joue bien. Surtout à la scène de fin. On parle bien du jeu, parce que je crois qu'il a eu quelques conneries ces derniers Oui, temps. Oh non, ouais. c'est pas vrai. Ouais. Si, Ah. il a eu pas mal de problèmes. En tout cas, la performance est dingue. Et toi, Christian? Et ben moi, je recommande fortement Seven de David Fincher. Parce que c'est bien plus qu'un simple film policier. C'est une œuvre sombre, exigeante, mais d'une intelligence remarquable. Le film se distingue par la manière dont il transforme une enquête criminelle en réflexion morale. L'idée des 7 péchés capitaux n'est pas un simple prétexte scénaristique. Elle structure toute la narration et donne au crime une logique glaçante qui pousse le spectateur à réfléchir autant qu'à frissonner. Je recommande Seven pour son esthétisme très marqué, son ambiance oppressante et sa capacité à installer une tension constante sans jamais tomber dans la surenchère gratuite. La violence est présente, mais toujours au service du sens. Enfin, je recommande ce film pour la profondeur psychologique de son antagoniste. Le tueur est l'un des tueurs en série les plus marquants du cinéma, précisément parce qu'il est à la fois dérangeant et lucide. Le film oblige à écouter son discours sans jamais l'excuser, et cette confrontation intellectuelle rend l'expérience profondément marquante. Seven est un film que je recommande parce qu'il ne laisse pas indemne, il s'impose durablement dans l'esprit du spectateur bien après la fin. Génial. Voilà. D'ailleurs, Kevin Spacey a fait 2 grands méchants. Je ne dirai pas dans quel film pour ne pas spoiler. Ah, parce que moi, je sais pas. Ah, tu sais pas? Non. Et là, vous me dites le film. Oui, il a fait Non, mais plus tard, plus je tard. vous donnerai une recommandation de film Voilà. incongrue d'un coup. Ouais, Et ce ouais, faudra. sera- Ok. Oui, juste un point aussi sur quand il découvre l'appartement du tueur en série. C'est Ouais. une dinguerie Ah monumentale. ouais. Ouais. Parce que là, Oui. t'as toutes les clés devant toi, parce que t'as l'impression tu vas dans l'appart de celui qui tue des gens, mais t'arrives à rien à voir. C'est incroyable Ouais, ce bon. moment. T'es qui toi? T'es resté figé sans cette info. Ah ouais, non, parce que Ah ça m'a ouais. rappelé cette scène où juste avant d'aller à l'appartement, où justement, celui-là il toc toc toc. Ah Et là ouais. tu vois au fond quelqu'un arriver, et tu te dis avec un chapeau et tout. Et c'est il y a des trop courses. flippant. Il y a des courses. Et là, et Des ce petites moment courses. où il Tire dessus. il tire, Ouais. et là tu fais what? Ils ont trouvé. Donc tu te dis enfin ils ont trouvé la bonne personne. Ah ouais, là Et c'est- arrive la course-poursuite et tout, et au Génial. final, il défonce la... Ah oui, c'est drôle aussi, ces deux perceptions du métier de Morgan Freeman et de Brad Pitt. Tu vois qu'il est beaucoup plus impulsif, Brad Pitt, par la jeunesse et tout. Ouais. Et tu as Morgan Freeman sur la sagesse, la procédure et tout. Brad Pitt, il en a rien à Ouais. faire.
il voit ce truc, il voit l'injustice, il y va, il fonce, quoi. Il s'en fout des procédures. Il défonce la porte et après il dit à une voisine de mentir. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il va la payer et tout. Ouais. Il disait non, non, achète-toi à manger. Machin. Mais c'est vrai que la scène dans l'appart, là, où il tombe sur tous les cahiers et tout, là, t'es Quand le perdu. téléphone sonne. Ouais. Cahier écrit, hein, écrit par 50 personnes. Et ça leur a pris 2 mois et 15 000 $. Oh, waouh. Non. Ah ouais. Si, pour rendre vraiment authentique. Bah, c'est les cahiers qu'on voit au générique aussi, Ouais. Ah oui. pour Ouais. rendre authentique le personnage. C'est un malade. Voilà. Enfin bon, on va pas donner plus de détails non plus, parce que sinon, en fait, on va vous décrire le film. Donc Ouais. ce serait un peu dommage. Découvrez ce chef-d'œuvre. Et oula, Pour je ceux me qui suis l'ont pas emballé vu. sur le terme chef-d'œuvre. Pour ceux qui l'ont pas vu, en tout cas. Pour ceux qui l'ont pas vu, ou en tout cas redécouvrez-le. Et ceux qui l'ont vu, on se sait. On se sait You know. what's in the box. Au moins juste pour avoir la ref, regardez ce film. J'avoue. Vous comprendrez enfin ce même. Exactement. C'est référence dans plein de séries. Dans Ah plein, ouais. plein. Eh bien, c'est l'heure d'un moment qu'on attend tous. Eh oui. Est-ce qu'on va avoir bon, Cédric? Est-ce qu'on va réussir? 5 sur 5. Oh, j'espère. Question à choix multiples. Mais c'est le temps du Let's Quiz. Petit quiz à choix multiples. Première question. Quel est le premier péché montré à l'écran? Paresse, envie, gourmandise. Tête dans les pattes. Waouh. 3-4, Cédric 3-4. Gourmandise. Ouais. Et en anglais, c'est quoi? Gourmandise. Glutton. Ouais, glutonné. Gluttony. Gluttony. Wow. Non. Ah, Là, pardon. t'es en italien. Quoi. Ok. Raciste. Ah, yes. Allez, pour toi, Lucie. Pourquoi l'agent immobilier fait visiter le futur appartement de l'agent Miles Ah oui. que 5 minutes? À cause du métro? À cause des voisins? À cause des rats? Ah, du coup, à cause du métro. Je dirais Eh oui. plus du Subway. Le Ah Subway. Tu veux un sandwich? Non. Allez. Allez. Comment le crime de luxure a été commis? Cravache Oh, avec des lames de rasoir? Il est horrible celui-là. oh, oh. Un baiser du venin? Un gossature avec une lame? C'est celui-là. Ah, le gars de ceinture avec une lame, il est... Ouais. Oh. Perturbant celui-là. Mais je crois que la première fois que je l'ai vu, j'ai pas capté. Tu l'avais pas capté? Non, je l'avais pas capté. Mm. Et c'est après. Ah, c'est assez furtif hein, quand tu. Enfin, tu Et fais ça, un faut bien peu voir la trop, c'est photo assez déjà. furtif. Parce qu'à un moment, ils vont voir le fabricant, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Et le gars qui a fait ça, il s'est pas posé de questions. Parce qu'il Non. dit, il dit carrément, bah, vous savez, j'ai des commandes aussi tout aussi bizarres. Ouais. hein. Mais c'est immonde. La Je l'ai grosse. réalisé que là, en le Mhm. revoyant pour le podcast. C'est horrible. Ouais. Donc, péché de la luxure. Péché de la luxure. Quel élément ont-ils dû intégrer dans l'histoire? Il pleuvait vraiment durant le tournage, du coup ils l'ont intégré. Le bras cassé de Brad Pitt, Morgan Freeman voulait vraiment qu'on voit ses chiens. Tu sais, toi? Je crois que c'est le bras cassé de Brad Pitt qui me dit quelque chose. Parce que le bras cassé, c'est plus Joey dans Friends, où il avait le bras cassé et donc Ils l'ont intégré. Ouais. Ah. Ouais, attends, les chiens de Morgan Freeman? Ah, les chiens de, Ah oui, de hein. l'inspecteur. Morgan Freeman voulait vraiment que Non, ses il est pas- chiens il est soient... pas- il est Mais pas attends, dans mais ça, il a des chiens, Morgan Freeman, dans le Non. film? C'est Brad Pitt? C'est Brad Pitt, Ah. il a des chiens. Ouais, Morgan Freeman, il est pas du genre à imposer. Et la Il y a pourtant première, son c'était... fils hein, dans le film. Hein? Il y a pourtant son fils dans le film. Ah ouais? Ouais, il joue l'un des scientifiques. Ok. Ah. Et la première, c'est il pleuvait vraiment durant le tournage et ils l'ont intégré. Mais alors, quand est-ce qu'il pleuvait dans le film? Mais tu sais, bah, la course-poursuite. Course-poursuite, Ah, le début du mais oui. film, tout. Bah, pas tout le temps, hein, la pluie m'a pas marqué plus que ça. Mais la course-poursuite, oui, il pleuvait de dingue. Moi, je dirais la pluie. Maintenant, là, j'accepte de me tromper. Je suis. C'est vrai que la pluie, c'est pas... Bon, je reste sur le bras. C'est le bras cassé de Brad Pitt. Yes! Effectivement. Il a aucune originalité à faire comme Joey. en il fait. s'est cassé durant Mac- la Mac course-poursuite. Ah, il s'est vraiment Il s'est cassé, vraiment cassé durant le la bras. course-poursuite et ils l'ont intégré dans l'histoire. Ouais. Ah, waouh! Brad Pitt s'est fait opérer et après ils l'ont intégré. Accident de travail, quoi. Accident de travail. Athée. Et quand ils disaient bah, ça correspond, si ça est vraiment arrivé, ça aurait pu arriver aussi à l'inspecteur. Ah oui, c'était totalement plausible. Voilà. Mais ouais, du coup, parce Du coup, qu'il la a le pluie. bras cassé jusqu'à la fin, je sais Ouais. plus. Ouais, oui, c'est ça. Mhm. La pluie est factice. Oui, mais en soi, vu que ça se passe en 7 jours, pas de problème sur le plan de travail, quoi. Ouais. Faut juste, du coup, les scènes avant, qui s'est passé avant la course. Oui, oui. Ouais. Ok, incroyable. Qu'y avait-il vraiment dans cette boîte? Ah! Ah bah là, c'est du spoil de ouf. Une pastèque. N'écoutez pas.
Une boule de bowling, Ah non, ok. Ah un sac rempli de billes de plomb. Ah oui, d'accord, pour Attends, faire style. pastèque, boule de bowling Ouais. ou des billes de plomb. Ouais. Boule de bowling. Je crois que c'est une boule de bowling aussi, ouais. Un sac rempli de billes de plomb. Ah ouais? Ils ont été durs tes Plus questions. des aujourd'hui. perruques. Mais pourquoi? Bah, David Fincher a dit Ouais. dans une interview, nous n'avons pas besoin de voir ce qu'il y a dans la boîte si nous avons Morgan Freeman. Oh waouh. Il a raison. Oh, Et il un- a tellement Et un peu ce raison. même délire avec Pulp Fiction, tu sais, où ça tourne autour de qu'est-ce qu'il y a dans cette Ouais, petite valise. dans là. la valise. Et Tarantino disait pareil, il dit non, mais qu'importe, c'est pas ce qu'il y a dans la valise, Ouais. c'est ce que ça amène autour. Surtout qu'ils avaient mis juste une lumière. quoi. Ils ont mis une lumière, ouais, Ouais. exactement. Et voilà, Bah merci Christian, c'était Super. super dur. Merci. de rien. C'était Allez. pas dur. C'était atroce. On n'aura pas eu toutes les questions. Non. Mais... Et j'ai pas Toi, fait. j'ai eu tout. Ah non, Non, bah non, j'ai pas eu la dernière. Mais Oh, bah, presque, c'est l'heure on pour apprend la- des choses. Pardon. Bon, non, mais je t'en prie. Non, mais on apprend des choses. C'est l'heure pour la deuxième partie. Jingle. Donc dans cette deuxième partie, on va parler d'un autre film de David Fincher, le réalisateur du jour. On va parler de Gone Girl. Et je vous préviens, pardon, j'ai adoré Seven, mais j'ai peut-être plus envie de parler de Gone Girl que de Seven. Ah ouais? Ah, ok. Marrant. Ah bah attention, je voulais parler de Seven. Mais sur l'échelle de l'envie, Ah, Gone Girl d'en t'a parler. plus impacté. ouais, Ok. oui, d'en parler. Mhm. Ok, très bien. Et bah tu sais quoi, ça se comprend. En vrai. Bah oui. Parce que, n'empêche, ça a été un très bon film. Gone Girl est un peu moins connu que Seven. Oui, après, petite anecdote, Gone Girl est une adaptation d'un roman. Ça s'appelle C'est Gone, pas vrai. Et si, Gone Man. Qui s'appelle Gone Girl? qui s'appelle Les Apparences. Petit rappel, le film est une adaptation du roman Les Apparences de Gillian Flynn, publié en 2012. Gillian Flynn, quand le roman a été un succès, elle dit « Je voyais David Fincher qui était le seul à pouvoir réaliser l'adaptation de mon roman. » Et elle a participé aussi au scénario. Oh, le melon. Oh, dingue. Ah, c'est une fille. Gillian Flynn. Lucie m'a fait des promesses quant à cette deuxième partie de chronique. Ah, pour le coup, c'est vrai. Et j'ai hâte de l'entendre. Oui, c'est vrai, parce que je pense que tu vas être ravi. sur Donc c'est, certaines je infos. rappelle, David Fincher, après Seven. Donc Seven devient l'un des films les plus rentables de 1995, puisqu'il rapporte plus de 320 millions de dollars de bénéfices. Ah oui. Les critiques sont dithyrambiques. Brad Pitt et Morgan Freeman crèvent l'écran et David Fincher s'affirme au grand public avec sa patte artistique. Seven n'est que le début d'une longue filmographie, mais aussi le début d'une collaboration avec Brad Pitt, qu'on retrouvera peu de temps après dans Fight Club en 1999 et dans L'étrange histoire de Benjamin Button en 2008. Mais revenons après Seven. 2 ans après, David Fincher réalise The Game, dont le succès commercial est moindre, mais dont les critiques restent favorables. 2 ans plus tard, Fight Club, qui deviendra un film culte pour les cinéphiles et un incontournable dans l'analyse filmique. Panic Room en 2002, Zodiac en 2007, qui est aussi une affaire de tueur en série, mais cette fois-ci inspirée de faits réels. L'étrange histoire de Benjamin Button en 2008. David Fincher montre avec ce film sa capacité à explorer des genres variés. The Social Network en 2010, l'histoire du créateur de Facebook. Il obtient notamment un Golden Globe pour la meilleure réalisation et un César pour le meilleur film étranger. Mais c'est fou, attends, ça arrête 2 secondes. Il méritait s'être remise pour d'autres films que celui-là quand même. Il a été beaucoup nommé, mais c'est vrai qu'il a été lauréat, mais que pour ce film. Après, il y a aussi contre quoi il était à chaque fois qu'il était nommé. Oui, c'est vrai. Ensuite, The Girl with the Dragon Tattoo en 2011, Gone Girl en 2014, Manque en 2020 et enfin The Killer en 2023. S'ajoute à ça l'audiovisuel. Il produit et réalise plusieurs épisodes de la série House of Cards entre 2013 et 2018. Produit et réalise la série Mindhunter entre 2017 et 2019. Et produit, entre autres producteurs, depuis 2019, la série animée Love, Death and Robots. Quelle filmographie. Pour finir, il est invité en France et reçoit un César d'honneur en 2023 pour l'ensemble de sa carrière. Une carrière qui est loin d'être finie. Cette année, en 2026, sortira son prochain film, Les Aventures de Cliff Booth, la simili-suite de Once Upon a Time in Hollywood, avec Brad Pitt à l'affiche, une collaboration
toujours d'actualité. Il a intérêt à mettre la barre très très haute. Oui, parce que Cédric, tu as adoré Once Upon a Time in Hollywood. Ah bah oui, oui. C'est un de mes Tarantino préférés. Ouais. Ah oui. Oui. Mais justement, j'avais vu cette info et je me suis dit, ouh, c'est risqué. C'est couillu, C'est couillu. Ouais. mais c'est très risqué. Mais Tarantino est tout à fait confiant sur cette Ouais, il est réalisation. producteur. Ça va sortir sur Netflix, je crois. Ah, ça, par contre, je ne savais pas. Je crois que c'est une info que j'ai vue, mais il y a très peu d'infos en tout cas Hmm. pour l'instant pour ce film. Donc, Mais on Voilà. a hâte de voir. Et du coup, ce sera Brad Pitt en plus encore. Et oui, toujours. Exactement. Du coup, son 4e film avec Fincher. Tout à fait. Mais je pense qu'il faut pas que je m'attende à la même ambiance qu'il y avait dans Once Upon a Time in Hollywood. Bah, c'est pas le même réel. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Parce que moi, j'avais adoré cette ambiance. On a des attentes par ici. Bon, En tu verras. 2026 Ouais. Cette Enfin, année. 2026, c'est l'année de la production. Il n'y a pas encore Ah. de date de sortie Ah. ou quoi que ce soit. Sûrement l'année prochaine. alors. Donc, je sais pas si c'est encore tourné. Si le tournage est prévu dans peu de temps, il y a le temps pour le montage, donc ce sera sûrement en fin d'année. Je sais pas. Il n'y a pas de plus d'infos Ok. que ça. C'était Et, super, merci. Mais je vous en prie. Mais c'était pas mérité pour Social Network. Ah. Non, mais c'est dit, à un moment donné, il faut dire les choses. Faut dire les choses. Très convaincu. Ah, moi, j'ai bien aimé ce film. Mais oui, il était bien. Rien à voir Mais- avec Seven. Hein. Mais je vois pourquoi tu dis que c'était pas mérité. C'est vrai qu'avec la filmographie qu'il a derrière lui, il aurait pu l'avoir avec un autre. Tu vois, par exemple, c'est pareil pour DiCaprio. Caprio, j'allais te balancer Hmm. C'est le même pas, exemple. il y a d'autres films où il méritait son Oscar que The Revenant. Le Loup de Wall Street pour moi. Mais même Titanic, alors on me dit, ouais, parce qu'il était trop jeune. Mais alors, si la performance est cool. Non, Titanic, non, quand même pas. Waouh. Oh, le coup de Là, gueule. T'inspires, mon grand. Non, ouais, c'est un peu le même délire. Je suis un peu d'accord. Voilà. Mais Donc, il l'a Gone eu, c'est Girl le plus important. Hein? Il l'a eu, c'est le plus important. Oui. Bah, l'Oscar ou pour Ah. DiCaprio, Le le Golden Golden Globe Globe, pour Fincher, quoi. Non, il a pas eu d'Oscar. Non, l'Oscar pour Caprio et le Golden Globe pour Fincher. Parce que du coup, c'est qui a remporté le meilleur film en 95 devant Seven? Je vais te dire ça. C'est une très bonne question. Forrest Gump? L'Oscar du meilleur film 95 Forrest Gump Je sais pas. Pas plus tôt Ouais, mais au moins le meilleur film, ou meilleur réal. Alors. Bah, c'est Forrest Gump. Ah putain, bah, tu vois, t'as ça à côté. Forrest Gump. Tu Et vois, par tu contre, comprends. meilleure réalisation. Ouais, Forrest Gump face à Seven, c'est dur. Bah oui, il y a ça aussi. C'est quoi Et bah, les c'est le films réalisateur de Forrest Gump Bah ouais. qui a eu la meilleure réalisation. Zemeckis? Non? Ouais, c'est ça. Il y a quoi en face? Il y a aussi ça à se poser comme question. Ah, c'est dur hein, quand même. Hein. Ça. Est-ce que quelqu'un dirait ici que c'est surcoté ou pas possible? Forrest Gump Tu veux dire que c'est surcoté? Non, mais est-ce que quelqu'un va le dire ici? Non, je le dirais Non. pas. Non, moi non plus. Il le pense un tout petit peu. Je le mets pas là-haut, les gens le mettent là-haut. Voilà. Ouais, je le mets pas aussi haut que les autres, mais je dis pas non plus que c'est surcoté. Non, j'entends. Donc là, pour la deuxième partie, c'est Gone Girl. Et Mm. donc tu disais juste avant que tu voulais absolument parler... Enfin, en tout cas, tu préférais, t'avais hâte de parler de Gone Girl. Ouais, j'avais hâte de parler de Gone Girl. par J'avais rapport à hâte de Seven. parler de Gone Girl. J'avais hâte de parler de Gone Girl parce que j'ai adoré. J'étais emballé par le film. Et surtout, j'ai adoré le fait qu'il y ait... Je dirais pas 2 films dans un film, mais il y a 2 histoires dans le même film, tu vois. Il y a vraiment un début, milieu, Ouais. rebondissement, Rebondis- explication, fin. Tu vois, par exemple, pour parler de Shutter Island tout à l'heure, le rebondissement arrive à la fin. Mm. Et là, je trouve ça super d'avoir mis ça en plein milieu du film. Oui, que le plot Ouais. twist sur Ouais, le milieu. le petit story en plein milieu. Et ça tu vois donne les un autre truc. conséquences. Ouais. Ok. Et j'ai trouvé ça génial. Parce que quand j'ai regardé le film, au bout d'1 heure, je regarde le temps qui reste. Je me dis, putain, mais il reste 1h30 d'enquête là. Ils vont nous mettre dans l'assiette 1h30 d'enquête. Je me dis, j'espère que ça va pas être trop long. Et là, il y a ce truc qui change toute l'histoire. Et tu fais, ok, là, il reste 1h30 de bonheur. Je suis assez d'accord sur ce truc de 2 films en un. Ouais. Parce que tu changes d'ambiance. Ouais. Mm. C'est vraiment 2 atmosphères totalement différentes. Bah, et puis, on va essayer de pas trop spoiler non plus, mais pour moi, Ben Affleck était responsable. C'était sûr, c'était lui l'assassin. Ah ouais? Bah, ok. à un moment, je me suis dit, mais mec, c'est toi là. Parce qu'il nous disait pas tout. En fait, il nous disait pas tout. Tu vois, t'apprends qu'il la trompe. Tu le sais pas au début qu'il la trompe. Mm. Toi, tu te dis, c'est un mari idéal, machin. Et petit à petit, t'as des petits indices de, ah, il la trompe. Ah, il l'aimait pas tant que ça. Donc tu te dis, à un moment, il a pété un Ah, il câble. voulait divorcer. Ah, il voulait ouais, divorcer. Les parents en plus de la fille, ils sont chelous un peu. Ils étaient bizarres.
Ouais. Mais la manipulation du spectateur, elle est dingue dans ce film. Ah En oui, fait, ah bon, on oui, est bah, totalement manipulé. il a dansé un tango avec moi. C'est ouais. Oui, c'est très bien dit. Bah oui. Ah oui. Dans un tango, Il clairement. s'est amusé avec moi. Et du coup, ce moment-là, où elle te raconte tout, tu fais oh putain. Moi, ce qui m'a fait rire à un moment, c'est bon, bah, allez, je spoil, vous bouchez vos oreilles. Ok. À la fin, quand elle revient dans la voiture, plein de sang et tout, et que Ben Affleck lui dit t'es une belle salope, c'est vraiment ce que j'aurais pu lui dire aussi. Ah ouais. Cette phrase, je me suis dit putain, mais je me suis dit la même chose. Ouais. T'es une belle salope. Non, mais tu vois la minutie du stratagème, comme dans Seven, hein, le mec est taré mais minutieux. Là, c'est d'une minutie. Ah Mais ouais, mon ouais. Dieu, tu vois le calendrier qu'elle fait. Ah, Ah c'est là horrible. là, c'est Mm. flippant de ouf. Mais il y a, Oui. il y a un twist, un autre twist. Là, tu parles du twist général. Il y a un autre truc où j'étais scotché sur mon canapé où je pouvais plus bouger, où je vous ai parlé tout à l'heure. Ah. Ouais. Je vous ai mimé le truc plutôt que de le dire parce que là sinon je Oui. spoil de dingue. Mais j'étais un peu scotché. Je me suis dit, ok, là elle est. On a Bah, c'est affaire elle à la un- plus barge. Hein. Ouais, Ouais. un vrai méchant. Surtout la fin, vraiment la fin où elle a les cheveux courts. Elle fait peur en fait là. Tu sais, je sais pas, dans ce regard, il y a un truc démoniaque. Hein. Ouais. Mm. Ouais, et du coup, le jeu de l'actrice, c'est quand même dingue. Très forte Parce l'actrice. que là, via aussi la réalisation, évidemment, parce que David Fincher, même dans le scénario, ils veulent nous faire croire au tout début que c'est le mari l'assassin, et que c'est la victime pure et dure, et au final, le visage change de chaque personnage, quoi. C'est assez Ah ouais. terrifiant. Hein. Ah Ouais. là là, le casting. Ouais. Et justement, en parlant du casting, juste après, je vous laisse parler parce que ça fait- j'ai beaucoup à dire. Non, mais vas-y. Tu adores, mais non, mais c'est bien, c'est trop bien. J'ai adoré. Mais juste, j'étais content de voir Neil Patrick Harris. Ouais. Mais peut-être que ça m'a un peu sorti à un moment. Mais malheureusement, c'est pas de sa faute au gars. Mais il a tellement bien interprété à une certaine époque Barney Stinson, Barney Stinson. Barney Stinson, que du coup, moi, je voyais Barney Stinson. Ah oui. Du coup. De How I Et, Met Your Bah, Mother. comme Dudley dans le jeu de la dame. Ouais, exactement. Ouais. Mais C'est là- des têtes trop marquées par d'autres rôles. Et le pour coup, c'est pas un reproche, parce qu'au contraire, il a super bien fait son travail, c'est-à-dire que c'est un bon acteur. Mais moi, j'avais encore. Ça fait partie de ces acteurs où ils ont fait un rôle qui les tiendra jusqu'au bout de leur vie, tu vois. Ouais. Donc, ouais, peut-être à des moments, j'étais là, bon, bah, c'est drôle ce qu'il dit, alors que c'est hyper sérieux ce qu'il Alors dit. qu'il est en train de. Ouais, ouais. Ouais. Mais, Il est sinon, un non, peu voilà. spé et intéressant ce personnage. Ouais. Ouais. Il Ouais, est un ouais. peu spé, il est un peu flippant, mais ultra influencé, quoi. Bah, il est complètement dans le déni, surtout. Ouais. Il s'est fait manipuler comme une merde. Ah oui, bah là, fort. Bon, je vous laisse à vous, parce que là, j'ai beaucoup dit. Et toi, Christian. Si tu veux pas parler que du fait que t'as aimé le personnage. Les Ratachowski. Oui. Ouais, non, bah, en fait, il y a une scène où c'est bien filmé, et on comprend tout ce qu'elle veut. Ah oui, Où c'est, ouais. c'est. Ouais. T'as aimé ce personnage. Hein. Ouais, important dans l'histoire. Ouais, il y a Elle donne le ton. le personnage a une personnalité de dingue. Qui est dingue. Ouais. Non, c'est important qu'elle soit dans le Une film. personnalité, surtout là. Enfin, Elle a du cœur. Elle a dit. elle a du cœur. Oh mon dieu. D'ailleurs, cette scène, en vrai, c'est en rire. Cette scène où Ben Affleck lui dit casse-toi, et qu'il elle ferme la porte, et là, il y a la sœur derrière. Ouais. Tu fais ok, là, on parle. Ouais. Il s'est mis dans la merde tout seul. Oh, la sœur, elle est incroyable. Ouais. La Go. position de la sœur dans ce film, c'est horrible. Mm. Et Christian, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai trouvé intéressant de faire un parallèle avec Gone Girl, sorti en 2014, également réalisé par David Fincher. Ce sont deux films très différents dans leur intrigue, mais profondément liés par leur mise en scène et leur manière de créer la tension. Dans Seven, la tension naît d'une enquête plongée dans un monde sombre et désespéré, où chaque découverte rapproche un peu plus les personnages de l'horreur. Dans Gone Girl, la tension est plus insidieuse, plus psychologique. Elle repose sur le mensonge, la manipulation et la perception qu'on en a des autres. Pourtant, dans les deux films, Fincher installe une atmosphère oppressante, où le spectateur doute constamment de ce qu'il voit. Ce qui rapproche vraiment les deux œuvres, c'est la façon dont Fincher met en scène le mal et la manipulation. Dans Gone Girl, il est plus intime, plus quotidien, presque banal, mais tout aussi glaçant. La violence n'est pas toujours physique, elle peut être mentale, médiatique et émotionnelle. Pour moi, ce parallèle montre la cohérence de la filmographie de David Fincher.
Qu'il s'agisse d'un tueur en série ou d'un couple en crise, ces films interrogent toujours la même chose. Notre fascination pour le mal, notre besoin de comprendre et la violence cachée derrière les façades sociales. Donc ça, t'as plutôt bien. J'ai extrêmement bien aimé le film. Plus que Seven? Non, D'accord. quand même pas. Pas plus que Seven, mais oui, j'ai beaucoup aimé. Mais je trouve qu'il est. Ce que tu disais justement, qu'on voit la patte de Fincher et tout, je trouve que c'est. Oui, on voit sa patte, mais pas tant, je trouve. Ok, Il a quand même. tu n'as pas tant remarqué que ça. Non, mais parce que, tu vois, si tu m'avais pas dit, si je ne savais pas que c'était le même réalisateur, franchement, je l'aurais pas Non. soupçonné, Ah ouais par exemple. Non, Ok, non, je d'accord. l'aurais pas soupçonné, contrairement à d'autres réalisateurs, tu vois, par exemple, Nolan, Tarantino, Oui, enfin, eux, je sais pas, leur patte est ultra ancrée, et donc quand tu vois ça, tu fais, ah, quel plaisir. Enfin, tu le vois tout de suite. Là, si je l'avais pas su, je l'aurais pas deviné. d'accord. Et je trouve ça d'autant plus excellent. Il y a une pluralité dans son genre, enfin en tout cas dans les genres qu'il réalise, comme j'avais dit pour l'étrange histoire de Benjamin Button, que j'avais notamment commencé à voir et j'ai pas accroché pour ce film par Ok. exemple. Et Mais tu penses que peut-être que si tu l'as pas deviné, c'est parce que c'est une adaptation d'un livre, du coup. c'est-à-dire, Que l'histoire en soi est déjà encadrée, bien écrite. non, je parle Non. plus de la réalisation, de D'accord. l'image. On parlait de colorimétrie tout à l'heure, tu vois, c'est pas du tout la même colorimétrie. On est plus en bleuté. Mais même si c'est en bleuté, c'est même pas forcément la même façon de faire. C'est totalement deux choses Ok. différentes et je trouve que justement, il touche tout le monde parmi ces films. Et du coup, je ne pense pas qu'on puisse aimer tous ces films. Tu vois, à être aussi différent que ça. Tu peux aimer pas mal de films de Fincher, Ouais. mais il y en a d'autres t'aimes pas du tout. Oui, bah, Comme si t'es plus Social attiré- Network où t'aimes pas. Ouais. Euh, si t'es plus attiré dans le thriller, c'est sûr que ça va être compliqué. Ouais, c'est ça. Il fait plein de trucs. J'avais vu Zodiac il n'y a pas si longtemps. J'ai moins aimé que Seven ou Gone Girl, par exemple. C'est tiré en longueur, Zodiac. C'est très en longueur. Mais je sais pas, il a cette pluralité-là de réalisation qui est... je sais pas, ça se dépasse à chaque fois, tu vois. Tu Ok. vois quand même une évolution entre 95 et 2014, Ouais, bien évidemment, sûr. heureusement. Même si Seven est déjà très abouti et vraiment bien comme premier film. Enfin, deuxième, Oui, on s'entend. mais premier pour David, quoi. David Fincher. Mais voilà, c'est... Je sais pas, j'aime les deux et j'aime ces deux facettes, quoi, Ok. on va dire. Je sais pas, toi, tu trouves que ça se ressemble au niveau de réalisation, Cédric, ou... Oh, tu as posé une colle. Non, mais par exemple, si on t'avait dit, Si on t'avait pas dit si que on c'était t'avait pas Fincher. dit que c'était le Non, même ouais. réalisateur. Non, je pense pas que Non. j'aurais su. Ok. Non, parce que déjà en plus, parce que comme tu as dit, au niveau de la couleur, c'est très différent. Donc déjà, Ouais, vraiment ouais, un film, j'entends. quoi. Non, moi j'aurais pas su, très sincèrement. Ok. Mais t'as aimé les deux. Enfin, t'as aimé ces Ah deux ouais, côtés-là, quoi. Gone Girl, ça m'a bien surpris. Ah ouais. J'avais entendu parler de sa sortie Ouais. en 2014, en tout cas, quand c'est sorti. Un raz-de-marée aux États-Unis. Hein. Ouais. Ouais. Mais et je l'avais loupé. Et là, ça m'a pris de court. Hein. Ah oui, mais parce que surtout en plus, moi on me redit enquête, David Fincher, je me suis dit, je m'attendais vraiment à avoir un truc un peu similaire à Seven. Putain, il m'a cueilli au bout d'une heure de film, je suis Mais c'est ça, parce qu'au début, tu te dis, bon, ok, il y a beaucoup plus ce côté médiatique. Je me dis, ok, c'est un peu plus actuel et tout, mais ça me touche moins, enfin voilà. Ouais. Et puis d'un coup, t'as ce twist-là où tu sais tout. Et c'est ça qui est pas mal par rapport à Seven, où on est vraiment du point de vue des détectives et donc on ne sait jamais rien jusqu'à la fin. Là, Gone Girl, au bout d'un moment, le spectateur est omniscient. Il connaît tout. Et les personnages, non. Et ça nous met dans une position de voyeurisme et de témoin silencieux qui est horrible, Ouais, je trouve. tu peux rien faire. Je suis assez d'accord. Mais c'est assez satisfaisant aussi. Enfin, satisfaisant, c'est... Oui. C'est glaçant. Mais c'est ça qui m'a plu, c'est que c'était tellement satisfaisant. Je dis, oh là là, je l'ai vraiment pas vu venir. Parce qu'en plus, t'entends la voix off. Donc au début, tu dis, bon bah voilà, elle nous C'est parle encore de... son journal Ah intime. ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Ouais. Elle nous parle de là-haut. Non, mais surtout qu'elle... quand elle nous décrit, on va dire, toutes les étapes et que tu les vois faire et qu'en fait, ils tombent dans le panneau... Enfin, comme elle l'avait prévu. Ouais. C'est vraiment comme le... Oui. Le tueur en série de Seven. Enfin, tout est Mais mine de rien, millimétré, c'est horrible. Même si c'est tout millimétré,
elle se fait avoir quand même par les deux Ouais. les Ah deux jeunes. oui. Ouais. Là, ça, elle pouvait pas l'anticiper, tu vois. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'elle va chez. Bon, vous connaissez Ouais. la suite de Chez l'histoire. l'autre. Mais c'est vrai que ce passage-là où elle se fait avoir, je me suis dit, il va y avoir un petit retournement, elle va récupérer son argent, quoi. Non. Et en fait, pas du tout. Je me suis dit, waouh, Ouais, elle est trop tu conne. t'es fait avoir par Enfin, un truc de merde, ouais, quoi. trop bêtement. Donc elle est humaine. En plus, elle lui dit, la nana qui la vole, elle lui dit fais gaffe, t'as de la chance que nous, on n'est pas méchants. Ah ouais. Parce qu'elle aurait pu être violée, Ouais. tuée, tout ça. Elle lui dit fais gaffe. Fais gaffe. Ouais, surtout que c'est une petite princesse. Mm. Puis C'est deux c'est- milieux totalement différents. Moi, j'ai trouvé le cast de Ben Affleck extrêmement bon. Ouais. Avoir choisi Ben Affleck pour ce personnage. Il est beau. Ok. Ouais. Oui, ça marche. Après, c'est pas l'évidence Ouais. même. Ouais. Je pense qu'il fallait un beau gosse. Oui. Oui, parce que c'est quand même ce couple idéal, tu vois. Ouais. Du coup, oui, il fallait quand même de beaux gosses. Bah non, puis en plus, souvent, quand au début du film, la première partie, les filles qui veulent en savoir plus et qu'elles le voient, elles n'osent pas te dire oh là, il est beau. Ouais. Il est beau. Ouais, c'est vrai. Et ouais, il y a de ce côté un peu médiatique Ouais. des idoles et tout qui est assez intéressant. C'est fou. Ah oui, le passage un peu avec l'avocat. Mm. C'est ça, j'avais pas mal aimé de dire, mais non, mais il faut que tu racontes ça, comme ça, il faut que tu joues à la comédie, parce qu'en fait, ton sort, il dépend de la vie du peuple, quoi, du public, enfin, Ouais. des gens. Et t'es là, mais attends, il est bloqué comme ça, il n'y a pas la justice qui Ouais. va faire un travail. Non, Non. il doit être jugé sur la place publique. Enfin, C'est ça. C'est un procès populaire. hein. Ouais, et parce que elle est connue. C'est Oui. pour ça. Mm. C'est pour ça. En tout cas, très bon film. Vous le recommandez, Ah oui, grave. ce Ouais. film Ah Ouais. oui. Ouais. Ah oui, moi j'étais charmé. Et si une personne ne connaît pas David Fincher, il commence par Seven ou Gone Girl? Ou par un autre? Seven. Parce qu'on n'a pas parlé de Fight Club, qui est quand même, Ouais. je Bah, pense, le plus connu de sa filmographie. ouais. L'un des plus connus. Mais mon Moi, nom. je pense qu'il faut le voir pendant l'adolescence. Moi, je l'ai vu un peu trop tard et j'ai pas été emballé. Fight Fight Club. Club? Ouais. Ah. Ouais, pour que ça te mindset, quoi. Je pense que c'est souvent, ça part de là. Hein, les ados, ils kiffent. Tu vois, et puis ça leur reste toute leur vie parce que le message est fou. Mm. Mm. Moi, je l'ai vu un peu plus tard. Et ouais, j'étais là, bon. On me l'a trop vendu, c'est ça le problème de Ouais, Fight Ouais, Club. bah. Fight Club est surcoté. On me l'a. Là, En tout cas, on m'a dit, mais tu verras, ça va être une claque. Fight Club, vraiment, on me disait comme ça. Et bah, je me suis pas pris la claque. Ouais, ouais. t'es Tu l'as net, trop c'était une claque. anticipé. Non. Mais je trouve que c'est, pour le coup, c'est un film, Fight Club, à voir 2 fois. Ouais. Une fois, c'est Oui, pas. du coup. Pour moi, c'est 2 fois. Bah, j'ai vraiment apprécié la deuxième fois. Je l'ai Ouais. vu que 2 fois dans ma vie. La deuxième fois, j'ai vraiment apprécié. Ok. C'était très très agréable de le voir. Mais donc, pour commencer Fincher, moi je dirais Seven. Oui, Seven. Ouais. C'est bien. Seven, c'est un bon film pour commencer. Faut avoir sa patte dès le début. Et Mm. ensuite, tu te permets ces autres films, c'est pas ces écarts, mais si un peu, Social Network. Bah, les autres genres Ouais, qu'il les autres fait, genres, ouais. voilà. Mais il faut connaître sa patte. Non, mais en plus, c'est simple parce que Seven, c'est une enquête, ça dure 2 heures, c'est réglé. Ouais, t'as toutes les questions qui te posent tout le long du film et Ouais. t'as toutes les réponses après. C'est pour ça. Ouais. Il était bien servi à la fin. Le bye pendant le. T'es servi de dingue. Et puis, je sais pas pour vous, mais est-ce que ça vous est resté un peu en tête, c'est autant Seven que Gone Girl? Est-ce que les films vous ont. Gone Girl, moi surtout. Ah ouais, Gone Girl? Ouais, j'ai repensé Ok. et tout, et ce que j'ai vraiment adoré. Hein. Ok. Seven, moi, c'est surtout la scène dont j'ai parlé tout à l'heure Ouais. Ouais. qui m'est restée. Mais Gone Girl, je sais pas pourquoi. Moi, ça m'a. Ça t'a eu. Ça m'a eu. Vraiment, Ça je t'a suis- troué le cul. Ça t'a je suis- cueilli. Non, mais moi, je suis vraiment friand de ce genre de truc en fait, où tu crois un truc, tu te fais choper. Et j'ai vraiment aimé, je me répète, pardon, mais j'ai vraiment aimé l'idée de mettre le plot twist en plein milieu du film en fait. Mm. Ok. Je trouve ça super original, bien amené, c'était bien fait. Enfin, c'était bien fait aussi. Mm. Donc voilà. Ok, super. Mm. Vous, Génial. ça vous est resté Ouais. Mais moi, c'est plus Seven. Enfin, j'ai plus d'attrait. Ouais, mais tu saurais pas dire si le film t'est resté quelques jours après la première fois que tu l'as vu. Gone Girl. Ah, Seven quand ou j'étais Gone Girl. petit. Seven. Si, parce que moi j'aimais beaucoup. Bah là, c'est un gros spoil et peut-être qu'on coupera. Mais j'aime beaucoup quand il dit soit vengeance, Mm. soit colère. Avec le clin d'œil. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce morceau de phrase quand j'étais petit. Ouais. Et non, ça m'a resté beaucoup plus en tête. Et Gone Girl, non, c'était pas resté. Gone Girl, ouais, j'ai beaucoup aimé, mais
Ouais, j'ai bien aimé le plot twist au milieu, mais ça m'est pas resté comme toi en tête Mm. aussi longtemps. Toi, Lucie? Seven, quand je l'ai vu la première fois, ça m'est Ouais. resté bien longtemps. Enfin, toute l'enquête, toute l'aventure et tout, j'étais à fond. Et puis même la fin, pareil, j'étais un peu comme toi, la première fois que je l'ai vu, j'étais là, attends, j'ai pas tout compris. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et au final, si j'avais compris, mais genre, j'avais du mal à assimiler cette fin, Ouais. tellement ça m'a pris au dépourvu. Donc ça m'est resté pas mal. Gone Girl, quand je l'ai vu, ouais, je l'ai vu le soir, j'ai eu du mal à aller me coucher après. Ouais, Parce ouais. qu'en fait, c'est pas tant la peur ou quoi que ce soit, même pas du tout, mais ça tournait dans ma tête, quoi. Je réfléchissais sur tout ce que je venais de voir, parce qu'on m'avait clairement manipulé. On avait dansé un tango avec moi. On a je l'avais dit. Et du coup, Excellent. j'allais me coucher après, j'étais là, bah j'ai pas envie de dormir, là, ça mouline en fait. Ah ouais. Donc, en fait, voilà, Fincher, autant pour Seven que pour Gone Girl, ça mouline après. Il y a un truc où tu ressors et tu réfléchis et t'as besoin d'assimiler. Tu peux pas dormir juste après. Enfin, en tout cas, je peux pas. Ouais, Et bien surtout, sûr. c'est un film où c'est pas facile de réaliser. Hein. L'histoire est dure quand même à Mm. réaliser, je trouve. Ça va dans tous les sens. Pour Seven ou Gone Girl? Gone Girl, pardon. Ouais. Ouais. Faut accepter ce passage découpé. Ouais. Ouais. Mais même en tant que réalisateur, tu sais, t'as le scénario, tu te dis, oula, comment je vais faire ça? Mm. Voilà. Enfin, non, mais en fait, dans l'écriture du scénario, ce truc entrelacé, tu fais, mais C'est un bordel. Ouais. c'est le un bordel, bordel monstre. c'est dingue. Enfin, c'est vrai que la conception doit être intéressante. Après Seven, qu'est-ce que vous recommanderez? Eh ben, j'ai eu énormément de mal à trouver une recommandation pour Seven, mais en faisant ma petite chronique, je me suis rendu compte, comme je vous l'ai cité juste avant, qu'il avait produit la série Love, Death and Robots. Et je l'ai découvert il y a peut-être 5 ans, un truc comme ça. Bah, sa sortie, finalement. Mm. Bah, C'est bien ça. et ben, franchement, j'ai été marqué par ce truc. J'ai adoré. J'ai aimé que la première saison. Le titre donne pas envie, pardon. Putain, je suis un vrai connard Bah, aujourd'hui. je... Oh, putain, le mec. Bon, en fait, je l'avais vu, c'était sorti sur Netflix et je savais pas du tout que c'était produit par David Fincher, enfin entre autres. Et en fait, c'est une série de courts-métrages d'animation, donc un peu sous le même principe que Black Mirror, c'est un épisode indépendant et il y a des animations différentes sur chaque épisode. Donc t'as énormément de styles, donc tu t'y retrouves, en tout cas dans au moins un épisode, j'espère. Et les histoires sont totalement science-fiction, fantastique et tout. Et c'est le titre donne les thèmes, c'est l'amour, la mort et les robots. Est-ce que c'est science-fiction accessible quand même? C'est un peu barré. Ouais. Bah, il y a des C'est un peu épisodes barré. que tu pourrais aimer, et Ouais. d'autres où c'est de la pure SF Ah ouais. que tu pourrais ne pas aimer. Ouais, c'était pas trop fan de SF. Oui, en vrai, tout est différent. Et j'avais trouvé le concept de changer d'animation Ouais, sur surtout. chaque épisode super intéressant à ce Ah ouais. moment-là. Et ouais, à chaque fois ça change, donc tu peux aller de la 2D à de la 3D vraiment. Ah, il y a du boulot quoi. 3D, Pixar, et passer par un manga, Ah style ouais, manga et j'adore. tout, ouais. Et vraiment, c'est des styles très 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 différents. Donc, ça a testé, moi, et donc les épisodes, ils durent entre 8 et 20 minutes maximum, tu vois. C'est pas des longs métrages et tout. Et vraiment, quand je l'avais vu, quand c'était sorti, ça m'avait bien marqué. Je me suis dit, ok, il y a un exploit dans l'animation qui est dingue. Je sais plus si c'était avant ou pendant la période de Arcane aussi. Oh, c'était avant. Qui était sorti. Ouais, Arcane est venu plus tard, Oui. je sais plus en quelle année. Et c'est pas lui qui réalise par contre, il produit juste. Non, Non, il produit. il produit. Et c'est 2021, Arcane. Donc c'est 2 ans plus tard, en fait. Et là, l'animation s'est étendue de dingue. Et donc c'est, ah oui, l'autre producteur qui réalise notamment certains épisodes de Love, Death and Robots, c'est Tim Miller. Celui qui a réalisé Deadpool, Terminator Dark Fate, entre autres. Et il réalise, je crois, quelques épisodes, mais David Fincher n'est que producteur. Et donc, c'est une série que j'ai adoré voir. Il y a 4 saisons, je n'avais vu que la première saison à l'époque. Mais du coup, ça me donne envie de revoir et de continuer la série, puisque la saison 4 est sortie en 2025. Donc, ça continue. Voilà. J'ai aimé que la première saison. T'as tout vu? Non, j'ai vu quelques épisodes de la deuxième, mais ça m'a plus plu. D'accord. Après, peut-être que c'est parce que j'ai pas aimé les histoires. Ça donne envie pour la recommandation. Allez, regardez Love, Death and Robots. Non, mais vous y trouverez, je pense, votre compte. Puis Oui. c'est intéressant de voir différentes animations Ouais. et de voir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans l'animation en général. Puis c'est court, c'est des petits courts-métrages. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est très bien.
C'est c'est digérable. Waouh! Waouh! Digérable. Sur le pouce. Sur le Tu regardes exact ça sur le pouce. exactement. Christian, ta Oui, petite reco? en ce qui me concerne, moi, je vais vous recommander un film qui m'a plu, qui appartient à une saga littéraire. Hannibal Lecter. Harry Potter. Après Seven, je recommanderais non pas Le Silence des agneaux, mais Dragon Rouge de Brett Ratner, sorti en 2002. Donc Hannibal Lecter. Oui. Oui. Là où Seven est très stylisé et presque abstrait dans sa représentation du mal, Dragon Rouge s'intéresse davantage à l'origine, à cette violence, à la manière dont un esprit bascule. Je recommande Dragon Rouge après Seven parce que les deux films partagent cette idée dérangeante. Pour attraper un monstre, il faut parfois accepter de s'en approcher dangereusement. Ce sont des films qui ne rassurent pas, qui interrogent la frontière entre la raison et la folie, et qui laissent une impression durable. Dragon Rouge suit Will Graham, un ancien profiler du FBI, contraint de reprendre du service après une série de meurtres particulièrement violents. Un tueur en série, surnommé la Petite Souris, assassine des familles entières selon un rituel précis, laissant les enquêteurs totalement démunis. Pour comprendre l'esprit du meurtrier, Will Graham n'a d'autre choix que de renouer avec Hannibal Lecter, le psychiatre cannibale qu'il a lui-même contribué à faire arrêter par le passé. Le film explore une idée centrale. Pour traquer un monstre, il faut parfois accepter de regarder le mal droit dans les yeux, au risque de s'y perdre soi-même. C'est donc un livre. À l'origine, c'est un livre, effectivement. Le premier de la saga d'Hannibal Lecter, de Thomas Harris, Dragon Rouge. Mais je vous recommande le film. Ah, parce qu'il y a un film. Ouais. Hmm. Du coup, je vous recommande le film, effectivement. Et qui c'est qui joue Hannibal Lecter? Hannibal Lecter, c'est toujours Anthony Hopkins. Ah, Will Graham est interprété par Edward Norton. et pourquoi on en a moins entendu parler de celui-là? Dragon Rouge Ouais. Pourquoi on en a entendu parler Moins entendu parler du film. C'est un film qui a eu un petit succès, contrairement au Silence des agneaux. Voilà. Ok, il est moins bon? C'est pas qu'il est moins bon, c'est que le succès est moins grandiloquent, étant donné qu'on connaît déjà le personnage d'Hannibal Lecter. Ok, je vois. Voilà. Ok. Les gens étaient moins surpris. Il y a eu, ouais, voilà, il y a plus l'effet waouh. D'accord. Et toi, Cédric, alors, qu'est-ce que tu nous recommandes? Eh bien moi, pour ma recommandation, cette fois-ci, je vais vous recommander, vous conseiller une bande dessinée qui a eu son petit succès et qui m'a été généreusement conseillée par un ami. Il se reconnaîtra s'il écoute ce podcast. Max, je te salue au passage. Pourquoi tu dis mon prénom, wesh? Max ou Maxime d'ailleurs. Le mec qui voulait peut-être pas être cité. On restera sur Max. Et donc cette BD s'appelle Mon ami Dahmer, sortie donc en 2012. Et donc l'auteur, Derf Bagderf, nous raconte qu'au lycée, il était donc ami avec Jeffrey Dahmer. Et tout ça en dessin, donc avec des dessins assez particuliers. Et certaines cases sont vraiment glaçantes d'ailleurs. Et on réalise très vite que Dahmer avait déjà un grain à cette époque-là, donc l'époque du lycée. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le parti pris de la BD. Est-ce que vous avez vu, vous, la série? Pas du tout. J'ai vu le premier épisode, en fait, j'ai du mal à m'attacher à la série. Ok. J'ai rien vu du tout, je connais pas. Et moi, je l'ai vu dans son entièreté. Et j'ai été dérangé à la fin sur un ressenti que j'ai eu, c'est que j'ai eu de la peine, en fait, pour Jeffrey Dahmer. Et moi, j'ai pas envie d'avoir de la peine pour ce monstre, en fait. J'étais un peu, j'étais pas en colère parce que ils s'en foutent, mais ouais, moi, ça m'a dérangé la façon dont Netflix ou comment on dit, Les sites Les de streaming. producteurs, les producteurs, les Les diffuseurs. Ah oui, non, ceux, producteurs. ceux qui ont écrit la série, quoi. les Ouais, scénaristes. Les scénaristes, ouais. Et moi, j'étais dérangé du fait que j'avais l'impression à la fin qu'ils voulaient qu'on ait un peu de la peine pour ce personnage-là, Hmm. de la façon dont c'était raconté. Et non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et après, c'est peut-être moi aussi, mais moi, j'ai ressenti de la peine à la fin. Et c'est pas le but, quoi. Et ce que j'ai aimé dans la BD, c'est qu'au début, donc Derf Bagderf le dit clairement dès le début, Jeffrey a été mon ami, mais à la seconde où il a fait son premier meurtre, ce n'était plus qu'un monstre pour moi. Et il laisse aucune ambiguïté là-dessus. Pour lui, à partir du moment où il fait ce meurtre, ça reste un monstre et c'est tout. On en reste là. Il dit juste qu'il remet aussi la faute sur les adultes à cette époque, qui auraient peut-être pu l'aider avant qu'il fasse ses crimes. Il y avait des indices sur le fait qu'il avait un problème. Ouais. Et que les adultes n'ont pas fait totalement leur boulot, quoi. Donc, ouais, donc j'ai adoré cette BD, elle se lit super bien, le récit est génialement raconté, et le rythme est parfait. Vraiment, en 2 soirs, je l'avais lu, quoi. C'est tellement, ça va très vite. Et comme je l'ai dit, certaines cases vous donneront vraiment froid dans le dos. Voilà, de la façon dont c'est raconté, certaines anecdotes. Ouais, je vous en dis pas plus, je veux vraiment que vous la découvriez. Et lancez-vous, vraiment, vous allez adorer. Voilà. Et donc, Ok. c'est un tome ou il y en a plusieurs? C'est un tome, ouais, un petit bouquin. Ok. Voilà, enfin, un petit Et tome. t'as début, milieu, fin. Exactement, ouais, Ok. c'est ça.
Et les dessins sont cool en vrai. Les dessins sont atypiques, je trouve, mais vraiment bien. Et donc ça raconte différentes anecdotes qu'il a vécues avec lui, machin, jusqu'à ce qu'il fasse son premier meurtre. Ok. Génial. Et c'est génial. Fun. Voilà. Bah, merci Cédric Bah merci à vous, attendez. de nous Et- partager ça. Je viens de repenser à un thriller. Tu sais, tu nous demandais le meilleur thriller pour nous. Et j'ai repensé à The Guilty. Voilà. Je vous laisse Ah, ouais. The Guilty, on en a beaucoup parlé. Il y a une version américaine et une version Effectivement. danoise. Je vous en prie, la version danoise est extraordinaire. Mais, La version américaine n'est pas si terrible que mais ça. là, c'est un thriller en huis clos. Et Ouais. ça, c'est génial. Trop bien. Voilà. Bon, on peut s'arrêter là-dessus. Et ben, on s'arrête là-dessus. Eh ben, merci pour cet épisode sur David Fincher et plus particulièrement sur Seven et puis Gone Girl. On espère que l'épisode vous a plu. Le prochain épisode sera sur un livre cette fois-ci qui est Seul sur Mars. Je pense que vous connaissez l'adaptation cinématographique, mais là on va se pencher sur le livre. Yes. Donc à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bisous. Tchuss. Bye tout le monde.